Bonjour Elliot, merci d'accepter ce podcast avec nous et Sport Performance Formation. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Ouais, salut Baptiste. Bah, merci à toi de l'invitation déjà. Donc moi, je m'appelle Iliad Draper, j'ai 25 ans et je suis entraîneur de sprint, préparateur physique et formateur sur le thème de la vitesse, pour faire court. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours scolaire et également sportif? Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis un fan de football hein, à la base. J'ai joué au foot entre mes 5 ans et mes 17 ans. À 17 ans, j'ai commencé l'athlétisme et le sprint. Pendant 4 à 5 ans, j'ai pratiqué ce sport-là. Et donc en parallèle, j'ai fait mes études, donc une licence STAPS en éducation et motricité, puis un master STAPS à l'Université de Lyon en préparation physique, en entraînement et optimisation de la performance sportive. Et au cours de ce master, et en particulier la deuxième année, j'ai été en stage de fin d'études au sein de Speedworks Training, qui est une entreprise anglaise basée pareil autour de la vitesse, l'entraînement du sprint et la préparation physique, la consultation auprès de clubs professionnels autour du thème de la vitesse pour essayer de trouver des systèmes qui correspondent à chaque équipe ou à chaque joueur avec qui on a pu travailler. Est-ce que justement tu peux nous en dire plus sur cette expérience Speedworks et qu'est-ce que t'a amené cette approche et quelle peut être leur philosophie? Ouais, donc moi j'ai tout de suite, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vraiment le stage que je voulais décrocher. Je m'étais pris assez tôt, je m'étais pris en février 2019 pour un stage qui était censé commencer en janvier 2020. Euh, et j'ai eu la chance d'être accepté par Jonas Doudou, qui est du coup le head coach et le fondateur de Speedworks Training. Et j'ai vraiment voulu aller là-bas pour deux raisons. La première, c'est que la philosophie que Jonas mettait en avant lors de ses podcasts, lors de ses interviews, etc., c'était une philosophie centrée sur l'athlète et guidée par l'entraîneur. Mais donc qui mettait quand même l'athlète au centre du projet. Et donc ça, c'est quelque chose qui me parlait énormément. Et la deuxième, c'est que ils avaient une approche très scientifique euh, qui laissait en fait peu de place à la subjectivité liée à l'expérience, ou en tout cas le moins de place possible, parce qu'il y a forcément de la subjectivité, hein, bien sûr, mais le moins de place possible en essayant d'objectiver chaque composante de l'entraînement. Euh, euh, et donc, du coup, j'avais vraiment envie d'aller là-bas, et ça s'est confirmé, en fait, quand j'ai été là-bas, c'était vraiment cette approche un peu scientifique de justifier chaque contenu qu'on pouvait proposer à l'entraînement. Euh, donc j'ai énormément appris là-dessus. Une des choses qui m'a marqué et que Jonas m'a dit quand je suis arrivé là-bas, c'est t'as deux moyens de devenir un bon entraîneur de sprint. Euh, Soit tu te bases sur la science et peut-être qu'en 5 ans, si tu as de la chance, tu pourras devenir un très bon entraîneur avec des bons athlètes. Soit tu te bases sur ton expérience et si tu as de la chance, peut-être qu'en 20-25 ans, dans 20-25 ans, tu deviendras un bon entraîneur avec des bons athlètes. Et donc forcément, moi, tout juste sorti de l'université, j'ai choisi la première option hein, pour essayer d'aller un peu plus vite. Euh, et voilà, moi, c'est une approche en tout cas qui est restée assez ancrée en moi. Encore au jour d'aujourd'hui, j'essaye de vraiment justifier tout ce que je fais via des papiers scientifiques. J'essaie de rester pas mal en contact avec des personnes comme Jean-Benoît Morin, Pierre Samosino, quelques chercheurs en Angleterre que j'ai pu rencontrer pour justement pouvoir discuter avec eux, pouvoir leur exposer un peu mon point de vue et puis beaucoup discuter aussi avec d'autres coachs pour savoir un peu eux ce qu'ils pensent et puis pouvoir confronter nos points de vue, quoi. Très bien. Est-ce que justement, à travers cette école de la vitesse, tu peux nous donner ta définition de la vitesse
de l'accélération, que je lierai à la décélération également, et du changement de direction. Ouais, donc on peut voir ça de deux spectres, hein, soit le spectre pardon, du sprinter, qui va être différent du spectre du joueur de sport collectif. Euh, Si on prend un 100 mètres et la courbe de vitesse d'un athlète sur 100 mètres, il y a une phase d'accélération. Il y a quatre phases bien distinctes. Il y a une phase d'accélération, il y a une phase de transition entre l'accélération et la vitesse maximale. Il y a la phase de vitesse maximale et la phase de décélération. Euh, Chez un sprinter, la phase de décélération ne va pas être une phase de décélération voulue et consciente, ça va être une phase de ralentissement qui va être liée à l'épuisement des ressources énergétiques de l'athlète. Alors que par contre, chez un joueur de sport collectif, pardon, il va y avoir l'accélération, il va y avoir la vitesse maximale, mais il va y avoir aussi, très important, la décélération qui, là, va être voulue, consciente, entraînée même, et, euh, et la réorientation, la coordination dans la réorientation qui sera suivie d'une réaccélération. Et donc, c'est un peu la boucle qui est bouclée parce qu'on repart sur de l'accélération derrière. Euh, donc voilà, ou en sport collectif, bien sûr, l'accélération et la décélération, de mon point de vue, vont être les deux actions motrices les plus importantes physiquement sur un terrain, euh, parce que c'est ce qui va se répéter le plus dans un match. Donc c'est forcément les actions qui sont les plus susceptibles statistiquement de créer une différence. Euh, Donc l'accélération, la décélération, la réorientation, donc décélération, réorientation, pour moi ça correspond au changement de direction, vont être très importantes. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter comment tu profiles euh, cette accélération, cette vitesse? Oui, bien sûr. Donc j'ai eu la chance d'avoir Jean-Benoît Morin et Pierre Samosino, pardon, en tant que directeur de mémoire ou superviseur de mémoire. Euh, Ce qui fait que j'ai très vite été familier avec le profil force-vitesse. Donc, j'utilise beaucoup ce profil force-vitesse pour savoir un peu, euh, cinétiquement parlant, comment l'athlète que j'entraîne se comporte sur le terrain, comment il accélère, comment il oriente ses forces, est-ce qu'il est plus fort, plus rapide, euh, est-ce qu'il est puissant, etc., 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 quelle est son efficacité. Donc ça, c'est pour savoir un peu vraiment les qualités physiques qu'il peut avoir et son habileté technique d'orientation de la force. Et ensuite, pour aller un peu plus loin, euh, parce que c'est vrai qu'il est vite facile de se perdre et d'être perdu dans quelles interventions on va pouvoir fournir à partir uniquement du profil force-vitesse. Euh, J'utilise un profilage technique, cinématique, qui en fait est constitué d'une analyse du mouvement en 2D, où là, je vais aller chercher tout ce qui va être, donc du coup, caractéristiques de foulée, et donc amplitude, fréquence, temps de contact, temps de vol, orientation du buste, etc., 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 pour pouvoir vraiment le lier au profil force-vitesse et savoir en fait si je vois sur mon profil force-vitesse qu'un athlète, par exemple, manque de V0, donc manque de capacité à continuer à créer de la force à haute vitesse. Et ben là, je vais me référer sur, OK, si je prends un segment pour un joueur de sport collectif entre 20 et 30 mètres, où il est déjà soit à sa vitesse max, soit très très proche de sa vitesse max, hein, souvent pour un joueur de sport collectif, euh, comment il se comporte? Est-ce qu'il a plus une dominance en fréquence? Est-ce qu'il a plus une dominance en amplitude? Est-ce qu'il passe assez de temps en l'air? Est-ce qu'il passe pas trop de temps au sol? Euh, Est-ce qu'il va avoir un profil plus de surrotateur, sous-rotateur? Donc ça, c'est deux types de profils de catégorisation que je peux utiliser également.
Est-ce qu'il va être en cycle avant, en cycle arrière, etc., etc. Et ça, je vais voir un peu tout ça pour essayer de répondre à ma problématique primaire qui est de comment augmenter sa V0. Très bien. Et du coup, à travers ce profilage, est-ce que tu peux nous dire comment tu entraînes cette accélération, cette vitesse et quelles sont les différences entre ton travail que tu peux réaliser en salle de musculation et sur terrain? C'est une question qui est assez complexe, hein, tu t'en doutes, parce que forcément, chaque profil est différent. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des caractéristiques qui sont communes au travail, que ce soit d'accélération, de décélération ou de vitesse max. Pour revenir sur la deuxième partie de ta question, je vais aborder ça maintenant. Tout ce que je vais faire en salle de musculation sera pour supporter le travail qui est fait sur le terrain. Et ça, c'est valable que ce soit en termes de performance, hein. Bien sûr, ce qui est fait à visée de performance en salle de musculation sera fait pour supporter ce qui est fait en termes de performance sur le terrain. Euh, Si j'ai un athlète qui manque de force dans son accélération, par exemple, et qu'il est déterminé que ce manque de force est lié non pas à une expression technique de sa course, de sa force, mais à un manque brut de force, alors la force de ses extenseurs de hanches sera travaillée en salle de musculation. Euh, Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais il y a vraiment ce lien qui est fait. Voilà, s'il a besoin de diminuer son temps de contact, on va faire de la pliométrie. S'il a besoin d'augmenter son amplitude de foulée, on va travailler sa raideur au sol pour éviter qu'il s'écrase et que du coup, il soit capable de créer du temps de vol. Voilà, des choses comme ça. Mais on va vraiment utiliser la salle de musculation comme une opportunité de plus pour travailler la vitesse parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans le contexte des sports collectifs, c'est difficile de trouver du temps sur le terrain pour pouvoir travailler la vitesse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, par rapport à ta question, euh, il y a forcément des lignes directrices pour travailler l'accélération. On va, on va énormément travailler avec le chariot de résistance. Que ce soit un chariot classique, un Exergini, un 10-80, des élastiques. Enfin voilà, on va en tout cas essayer d'appliquer une résistance dans le plan horizontal pour pouvoir augmenter justement cette capacité de production de force et de puissance dans l'horizontalité. Pour la décélération, ça va être plus ou moins la même chose, hein, sauf que au lieu que la force soit appliquée derrière, elle sera appliquée devant sous forme d'élastique euh, ou sous forme de vitesse d'entrée, où on va pouvoir dire à un athlète de accélérer pendant 3 mètres, 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres avant de s'arrêter ou avant de changer de direction. Et puis pour la vitesse, c'est encore plus compliqué dans un contexte de sport collectif parce que forcément, pour travailler la vitesse, il faut aller chercher la vitesse max. C'est comme si tu me disais pour un joueur de foot, tu veux travailler ses passes courtes et tu vas travailler ses passes courtes et tu vas lui faire faire du jonglage pour qu'il touche le ballon. À un moment, il va falloir qu'il passe le ballon, quoi. Mhm. C'est obligé. Donc, c'est la même chose. Et, c'est là où c'est compliqué parce que forcément, ça demande, parfois ça peut faire peur. Et en plus, ça demande bah, voilà, un certain temps au niveau de l'échauffement, etc., etc. Si en plus on veut travailler spécifiquement la vitesse avec des caractéristiques techniques. Donc, moi, dans un contexte de sport collectif, la manière la plus efficace possible que je vois pour travailler la vitesse, c'est surtout via les gammes athlétiques euh, qui sont faites avec des intentions précises, qui sont faites vraiment avec des consignes qui vont par la suite essayer d'être transférées à de la course à haute vitesse sur des situations de jeu, sur potentiellement de l'entraînement de vitesse en intégré, euh, qui va être mise en place en accord avec le staff technique. D'accord, super. Est-ce que tu peux présenter
aujourd'hui les athlètes que tu coaches et comment tu arrives à individualiser ton travail. Et une deuxième question sera dans la continuité serait si tu as affaire à un collectif d'une vingtaine de joueurs, comment tu individualiserais la prise en charge? Aujourd'hui, j'ai 7 athlètes, 7 sprinters. Euh, donc, ça constitue quand même mon travail à long terme, hein, en fait, avec un vrai travail de planification, des vrais objectifs qui sont posés, etc. Euh, Parmi ces 7-là, il y en a 4 qui sont internationaux, 3 internationaux seniors, une internationale jeune. Euh, le- la manière dont j'individualise, encore une fois, l'athlète, il va être au centre du projet. Il va vraiment rester au centre du projet. Donc, ils ont un programme d'entraînement, ils font des doubles séances 3 fois par semaine, lundi, jeudi, samedi. Euh, on essaie de couvrir tout le spectre. Ils font de l'accélération, de la vitesse, l'endurance de vitesse, l'endurance spécifique selon les cycles, de la musculation, de la PPG, de la récupération active. Donc, on essaye de faire tout ça au travers de la semaine. Et après, il y a forcément une individualisation qui se fait soit par rapport à la séance en elle-même, où ils vont avoir des séances qui sont différentes. Sur des séances d'endurance spécifiques, ça arrive beaucoup. Sur les séances de vitesse aussi, ça arrive beaucoup. Sur les séances de musculation, ils ont tous un programme de musculation différent pour répondre à leurs besoins et à leurs problématiques propres. Euh, Après, il y a aussi une individualisation qui peut se faire au sein d'une séance qui est identique, mais forcément un retour, un feedback qui va être différent parce qu'il ne se comporte pas de la même manière sur un 30 mètres départ bloc, parce qu'il ne se comporte pas de la même manière sur un 30 mètres en plot avec 30 mètres pour se lancer. Euh, et donc, il va y avoir une individualisation qui va se faire au niveau des consignes qui sont données, au niveau du feedback qui est donné aux athlètes. Euh, à chaque séance de course, avec une dominance technique. Donc, c'est souvent les séances d'accélération, de bloc ou de vitesse. Tout ce qui va être un peu plus long, ça va être un peu moins. Mais je vais prendre des vidéos. Je vais tout le temps prendre des vidéos pour avoir un retour visuel sur ce que l'athlète a fait. Donc, moi, je vais pouvoir le voir à vitesse réelle avec mon œil. Et donc, les vidéos, je les prends tout le temps au ralenti pour pouvoir vraiment décomposer le mouvement. Et si jamais j'ai moi-même besoin d'y retourner, ce qui est souvent le cas, ou alors besoin de montrer à l'athlète ce que je veux dire via les mots que je lui communique, ben, on va faire un retour sur la vidéo rapidement en 15, 20, 30 secondes pour qu'il puisse comprendre et essayer de mettre en place ce que je lui demande sur la prochaine répétition. Donc, euh, donc voilà, c'est comme ça que je vais fonctionner moi avec mon groupe de sprinters. Ça va être une manière de fonctionner assez similaire hein, quand j'ai un joueur de sport collectif qui vient en préparation physique individuelle. Ça va être très similaire. Et par contre, quand je vais travailler avec des groupes, euh, donc que ce soit moi la manière dont je vais travailler avec des groupes quand je travaille avec des équipes de sport collectif sur de la consultation ou alors la manière euh, que je vais conseiller entre guillemets à des prépas physiques qui viennent pour de la formation, qui viennent vers moi pour de la formation, ça va être, ce sera impossible. Sauf dans le cadre de rééducation, ce sera impossible d'apporter le même degré d'individualisation dans une équipe de sport co. Ou alors il faudrait une équipe de 10 préparateurs physiques pour 25 joueurs, quoi. Donc, ce qui est aussi impossible. Euh, ou alors, je connais pas encore cette équipe-là. Mais donc, dans ce scénario-là, il est quand même possible d'apporter une certaine individualisation sur un profil moteur et sur un profil physique général qui va mener à des formes de groupement. Euh, Moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, il va y avoir certainement un groupe qui a besoin de travailler sa force et son amplitude. Je dis n'importe quoi. Donc, sa force et son amplitude. Et donc, les programmes de musculation
et les séances qu'on peut faire sur terrain, elles vont être adaptées pour pouvoir vraiment travailler, mettre l'accent sur la force et l'amplitude et pouvoir permettre à l'athlète d'intégrer ça euh, et donc de le travailler de manière régulière, d'être conscient qu'il est dans un groupe qui a besoin de travailler la force et l'amplitude également, parce que ça va lui permettre de conscientiser, OK, il a besoin de travailler sur ça, et c'est pas seulement, OK, il y a un chariot, tu dois pousser fort. Voilà, il sait que quand il est sur le chariot, il doit travailler sur son amplitude, il doit essayer de produire cette amplitude de foulée. Euh, et donc, ça va permettre de créer ses routines, ses habitudes de travail. Et ça, honnêtement, ça va pas. Le test, le profilage de base va certainement prendre un peu de temps sur une équipe de 25 joueurs si on est un ou deux prépas. Euh, mais ce profilage de base-là, il faut en faire un certainement à la moitié ou à la fin de la pré-saison, une fois que les joueurs commencent à vraiment être remis sur pied, être remis, sont remis dedans, et un certainement aux alentours du mois de janvier. Et réadapter les groupes une fois dans la saison, parce que forcément, on sait que en 4 semaines, le profil ne va pas complètement changer. Donc, si on fait un profil au mois de juillet ou au mois d'août et qu'on garde ce même profil-là pendant 4 5 mois, et qu'ensuite on en refait un en janvier et qu'on garde ce même profil-là pendant 4 mois, on sait que le travail qui va être effectué, il va être bénéfique. D'accord, très intéressant. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter ce que les stagiaires vont découvrir lors de ces 2 jours avec toi? Ouais, j'ai vraiment hâte de revenir à Sport Performance Center avec les formations. Ce sera différent de l'année dernière. Euh, je me laisse tout seul cette année. Donc, j'interviendrai les 2 jours déjà. Euh, et donc, en fait, ce sera toujours un peu séparé comme on avait fait l'année dernière sur une partie un peu plus théorique le matin et une partie un peu plus pratique l'après-midi. Euh, le samedi, on verra plutôt tout ce qui est terrain et donc la théorie de l'entraînement sur terrain, du profilage, etc. le matin. Et l'après-midi, ce sera de la mise en pratique. Mais ce qu'on va faire différemment de l'année dernière, c'est que euh, la pratique sera en tant qu'athlète pour mettre les stagiaires en situation pour qu'ils puissent comprendre et mettre des sensations sur les consignes qui sont données lors de certains exercices spécifiques, mais également de la pratique en tant que coach où il y aura des ateliers où ils seront amenés à coacher directement, à analyser une course, à essayer de profiler un athlète. Donc ça, c'est une chose qui sera nouvelle par rapport à l'année dernière sur la journée du samedi. Et le dimanche, ce sera vraiment comment organiser le travail de musculation, comment utiliser cette opportunité qu'on peut avoir parce que c'est une réelle opportunité, des séances de musculation de 1 heure, peut-être 2 à 3 fois par semaine qu'on peut avoir avec un groupe de 25 joueurs, alors qu'on a peut-être l'occasion de travailler seulement 20 minutes par semaine sur le terrain, sur la vitesse. Donc, comment vraiment exploiter cette opportunité de la salle de musculation pour vraiment approfondir ce travail de la vitesse. Et encore une fois, ce sera un peu de la théorie, plutôt de la théorie le matin, quels exercices choisir, comment organiser la planification, la périodisation, etc. Euh, Ça, ce sera le matin et l'après-midi, ce sera de la pratique. Donc également, voilà, pareil, aller chercher sur des routines d'accélération, sur des routines de travail de la vitesse, sur des exercices spécifiques. Pareil, aller chercher des sensations qui sont liées aux consignes. Euh, et également un travail de profilage, d'analyse, etc., de correction, de coaching et des ateliers qui seront faits l'après-midi. D'accord, super. Elliot, merci de ton temps. Merci pour ce podcast. Avec Et, plaisir. et on se dit à très vite sur tes formations. Ouais, bah, à très bientôt, hein. J'espère que Toulouse nous réservera une belle météo.